Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Donc ce soir, je vous propose un Facebook Live sur la psychogénéalogie et tout ce qui est transmission transgénérationnelle. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, normalement si vous venez ce soir, soit ça va être une découverte, soit ça va être l'occasion pour vous en fait de quelque part de vous conforter dans ce que vous avez pu lire, dans ce que vous connaissez déjà, dans quelque part peut-être des choses dont vous avez entendu parler. Mais peut-être que vous avez déjà reçu des soins et en fait on est allé chercher des informations pour le soin qui vous concernait en fait sur tout ce qui est transmission des ancêtres. Et donc c'est de ça dont je vais vous parler ce soir, c'est-à-dire que c'est un sujet passionnant. J'ai quelques exemples que j'ai pu avoir en séance avec les personnes qui m'ont consulté. C'est-à-dire que, quelque part, nous sommes influencés dans qui nous sommes, dans ce que nous faisons, dans ce que nous vivons, dans ce que nous ressentons. Donc nous sommes influencés par ce qu'ont pu vivre nos ancêtres. Et ça peut aller vraiment très très loin, ça peut aller même jusqu'à des pathologies. Donc c'est un sujet qui vraiment est passionnant. Et donc, si vous le souhaitez, vous pourrez poser vos questions par le chat. Quelle est l'influence de nos ancêtres sur nous, sur notre vie? Je serais tenté de vous dire que si vous existez aujourd'hui, c'est grâce à vos ancêtres. Donc, en fait, vous êtes influencé à 100% par vos ancêtres. C'est eux qui vous permettent d'être en vie. Voilà, comme ça c'est dit. Donc, même si on n'y croit pas, quelque part, dans la matière, si vous êtes là, c'est grâce à vos ancêtres. Donc on ne peut que remercier nos ancêtres d'avoir existé, d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu, d'avoir surmonté les épreuves qu'ils ont surmontées, parce que grâce à eux, vous avez l'être parfait que vous êtes. Alors même si pour vous, vous n'avez pas la sensation, le sentiment d'être parfait, je peux vous dire que quelque part dans votre fonctionnement, vous fonctionnez à la perfection. Vous savez vous adapter en permanence, en tout cas votre psyché, votre corps physique s'adapte en permanence à votre environnement, à ce que vous vivez, aux émotions, aux contraintes que vous avez. Et ça se fait de manière tout à fait naturelle. Sauf que, en effet, parmi les influences que peuvent avoir les ancêtres sur nous, il y a un faible pourcentage, mais qui est là, où quelque part, ça peut induire chez nous des comportements erronés, je dirais des distorsions. Ça peut induire chez nous des pathologies, ça peut induire chez nous des stress, ça peut induire chez nous des dépressions, ça peut induire chez nous tout un tas de comportements qui quelque part ne nous appartiennent pas. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que beaucoup de personnes sont influencées par leurs ancêtres et vont vivre certaines situations. Ça peut être aussi des difficultés à se mettre en couple, ça peut être des difficultés par rapport à la profession, par rapport aux enfants, par rapport à sa vie de couple, par rapport à des stress qu'on va ressentir, des personnes qui sont, je dirais, hyper émotives et qui vont très facilement être en colère. Tout simplement, très souvent, ça ne leur appartient pas. Il y a une influence d'un ancêtre qui, à un instant T, a vécu un gros stress. Cet ancêtre qui, à un instant T, en fait, a vécu une énorme contrariété dans sa vie. Et quelque part, c'est comme s'il y avait cette mémoire de stress, cette mémoire émotionnelle, qui était portée, qui était véhiculée de génération en génération. Et toutes les générations ne vont pas forcément exprimer ce stress, mais il y a un moment, ça va débarquer. Et puis, il y a des gens qui vont ressentir en fait des choses qui ne leur appartiennent pas. Et lors d'une séance de constellation familiale et systémique, par exemple, on va aller chercher cette information et on va déprogrammer la personne de ce qui la conditionne, de ce qui l'influence par rapport au stress de l'ancêtre. Je dirais que c'est une des plus faciles façons d'expliquer en fait comment ça se passe, c'est-à-dire que on a une information qui est une mémoire émotionnelle qu'un ancêtre a vécue, et quelque part, à un instant donné, il va y avoir un ou des ancêtres, un ou des descendants, pardon, qui vont exprimer ce stress d'une manière ou d'une autre et à leur façon. Mais ils ne le savent pas, ils ne se rendent pas compte que quelque part, s'ils agissent comme ça, s'ils ont cette pathologie-là, c'est pas parce qu'ils somatisent par rapport à un stress qu'ils vivent eux, mais c'est que c'est influencé, ils vont être la meilleure réponse face au stress
de l'ancêtre. Alors, je vais commencer par un premier exemple. Une personne qui est venue me consulter il y a peu de temps. Et en fait, elle me dit, moi, ce que je voudrais nettoyer dans ma généalogie, parce qu'en fait, elle a vu le film sur Netflix, là, Le chemin de l'Olivier. Et elle m'a dit, bah ouais, ça me parle les constellations, ça fait un petit moment que j'en avais entendu parler, et puis bah là, en fait, je m'adresse à toi, Grégory, bah, pour voir ça en individuel. Alors elle m'a demandé, est-ce que ça pouvait se travailler en groupe et ou en individuel, ou les deux. Je lui ai dit, ouais, on peut travailler ça soit en groupe, soit en individuel. Et je lui ai dit, aujourd'hui, moi, les journées constellations que j'organise, eh bien, c'est en groupe, en tout cas, il y a une thématique. Et là, ta thématique, ça s'en rapproche, et comme c'est quand même très précis, c'est pas sûr qu'on vienne aborder le sujet comme ça dans la journée, donc je t'invite plus à venir en individuel. Donc on a vu ça en individuel. Et elle me dit, eh bien en fait, c'est comme si nous les femmes dans mon clan, on avait des difficultés avec les hommes, c'est-à-dire que il y a des hommes qui décèdent et qui laissent la femme avec les enfants. Il y a des hommes qui se séparent de la femme avec les enfants. Et en fait, ces schémas-là se reproduisent de génération en génération. Toutes les femmes, enfin beaucoup de femmes, à un moment donné, elles ont eu des enfants et le mari est parti. Comme s'il y avait cette information de la femme ne peut pas être en paix avec son mari et ses enfants. Il y a forcément une injustice qui va se manifester. Il va y avoir en fait une séparation injuste et, comment dire, cette information-là, eh bien, j'en ai marre que ça se reproduise parce que moi-même je l'ai vécu. Et il y a vraiment cette notion d'injustice. Eh bien, ce qui se passe, c'est que, en effet, quand on regarde d'un peu plus près son arbre généalogique, elle a vécu des séparations par rapport aux hommes, sachant qu'elle avait des enfants. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça, dans notre société, c'est courant. Ouais, enfin moi, ça lui est arrivé quand même 2 fois. Dont une de manière un peu plus tragique. C'est aussi arrivé à sa mère, et c'est arrivé à sa grand-mère. Bref, comme si, quelque part, eh bien, chez les hommes, il y avait de l'injustice. C'est-à-dire que les femmes subissent de l'injustice de la part des hommes. Alors on fait d'abord tout un travail sur elle, sur ses propres ressentis à elle, parce qu'en fait, on peut partir du principe qu'en effet, il y a une transmission transgénérationnelle, mais je fais d'abord un travail sur la personne pour qu'elle se déprogramme elle-même de mémoire inconsciente par rapport aux séparations douloureuses qu'elle a pu vivre. Et après, je suis allé chercher l'information, en effet, est-ce qu'il n'y a pas un ancêtre, une femme, un homme, eh bien en fait, qui aurait vécu un drame, et qui quelque part, eh bien, ce drame émotionnel, cette contrariété que cet ancêtre a vécu, eh bien d'une manière ou d'une autre, ça se répercute sur les générations suivantes. Et alors ce drame qui s'est passé, ben, en fait c'est un homme, ça devait être lors d'une guerre ou quelque chose comme ça, en fait c'est un homme qui aimait énormément une femme, et en fait, il a été perçu comme quelqu'un, comme un traître. Il a été perçu par des soldats comme quelqu'un qui avait trahi les soldats, comme quelqu'un qui avait trahi le groupe auquel il appartenait. Et donc ils l'ont fusillé, ils l'ont tué parce qu'il les a trahis, mais il les a trahis au nom de l'amour qu'il ressentait pour une femme. Et donc ce qui se passe, c'est qu'après, dans des générations suivantes, c'est pas les hommes, quelque part, qui subissent ça, alors encore que, on n'est pas allé chercher là, on est allé chercher que la mémoire qui se transmettait par rapport aux femmes, parce que c'était la demande de la personne. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les femmes se font trahir par des hommes, eh bien, dans les générations qui suivent. Et donc, le fait de mettre de la conscience sur cet événement-là qu'a vécu cet ancêtre, le fait de permettre à cet ancêtre, lors de la constellation, eh bien, de se libérer, d'exprimer sa souffrance, d'exprimer l'injustice dont il a été victime, c'est-à-dire que quelque part, bah, lui, s'il a fait quelque chose, c'était par amour pour une femme, et en aucun cas, il a voulu trahir son clan. Il a voulu trahir les soldats. Mais ça a été pris comme ça. Et donc, quelque part, ça permet de dédramatiser, vous voyez, ce nœud émotionnel là, ce non-dit émotionnel qu'a vécu l'ancêtre. On fait un bon mea culpa. Et donc, après, la personne qui est constellée, en rapport à ce sujet-là, eh bien, elle rend tout ce qu'elle a pris de cet ancêtre et qui ne lui appartient pas. Elle va rendre tous ces poids-là à cet ancêtre, en conscience. Et donc, on fait ça pendant la séance. Et après, j'ai invité la personne, en fait, à imaginer, eh bien, qu'en face d'elle, il y avait ses enfants, il y avait ses descendants, à côté d'elle, il y avait ses sœurs, et derrière elle, il y avait sa mère et tous ses ancêtres. Et en fait, qu'elle allait mettre l'intention, eh bien, justement, que toute
cette nouvelle information, toutes ces libérations qu'elle avait fait pour elle, eh bien, elle les transmet à toutes les femmes de son clan. Et donc, c'est pas un petit rituel de visualisation, avec l'intention qui va derrière. Et si vous voulez, bah, c'est comme si, quelque part, en effet, toutes les personnes qui ont été, entre guillemets, victimes et qui ont porté cette mémoire, cette information d'ancêtre, eh bien, elles se libéraient toutes, en effet, de ce qui les emprisonnait dans le rapport aux hommes. Voilà un premier exemple à quoi peuvent servir les constellations familiales et systémiques et comment, en quoi, en fait, une information, comment le transgénérationnel peut nous influencer dans nos vies. Une autre histoire, c'est une personne qui me consulte parce qu'elle a une pathologie, et en fait une pathologie au niveau des vaisseaux sanguins et du sang. C'est-à-dire qu'elle est diagnostiquée avec une maladie auto-immune, comme quoi, eh bien en fait, ce sont ses propres cellules qui viennent détériorer d'autres parties de son corps, certaines cellules de son corps, au niveau vasculaire et au niveau du sang. Alors je lui dis, généralement ces pathologies-là, tout ce qui concerne le sang, en fait, ça concerne le clan, la famille. Donc c'est qu'il doit y avoir chez toi, là, de ton vivant, ou bien dans du transgénérationnel, ou bien chez les ancêtres, une mémoire de quelque chose de pas clean dans le clan, peut-être une trahison aussi dans le clan, une injustice dans le clan. Bref, quelque chose, bonsoir Florence, bref, quelque chose qui fait que dans le clan, eh bien si vous voulez, ce qui se passe, c'est que ce sont des cellules du corps qui viennent attaquer d'autres cellules du corps. Mais sauf que la personne qui me consulte, cet été, elle a failli y passer quand même. Elle a failli passer de l'autre côté de la vie parce que vraiment sa pathologie s'exprimait de manière très très violente, c'est une phase inflammatoire. Et si elle n'était pas allée à l'hôpital et si elle n'avait pas eu les bons soins, eh bien en fait, quelque part, aujourd'hui, elle ne serait pas là. Donc, je vais voir en constellation si cette information-là en rapport avec le clan la concerne. Il n'y avait pas plus d'informations que ça. Rapport à ses parents, rapport avec ses enfants, rapport avec son conjoint. Bon. Sachant qu'on a déprogrammé 2-3 autres trucs au passage. Et puis, je vais chercher l'information. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un dans son clan qui a été banni du clan, qui a été accusé à tort d'avoir commis quelque chose, une exaction dans le clan, et en fait, la famille, le clan de cette personne l'a répudié, l'a rejeté, l'a presque exilé. Et si vous voulez, la personne n'a pas pu se défendre, première chose, mais elle n'a pas pu rendre justice, permettre à la justice de s'exprimer de manière à ce qu'elle puisse être acquittée de ce dont on l'accusait, parce qu'en fait, quelque part, on l'accusait à tort. Elle a été accusée à tort de quelque chose, mais elle n'a pas pu se défendre contre son clan. Eh bien, plusieurs générations plus tard, la personne qui me consulte, elle est en loyauté directe avec cet ancêtre, et c'est elle qui, au travers d'une pathologie, trouve la meilleure solution dans son corps pour répondre au conflit de cet ancêtre, c'est, eh ben moi je peux me défendre contre mon clan. Mais sauf que ça s'exprime de manière trop intense, trop excessive, parce qu'elle a failli y perdre la peau, mais c'est surtout que, en fait, c'est un conflit qui est en rapport avec le sang. Le clan, c'est le sang. Et donc, ce sont certaines cellules de son corps qui se sont retournées contre d'autres cellules de son corps. Elle permet, quelque part, elle répond au conflit émotionnel de l'ancêtre. L'ancêtre n'a pas pu se défendre contre son clan. Eh bien, moi, je me défends, même j'attaque mon clan. Vous comprenez le truc? Et donc, ce qu'on fait, c'est que la même chose, on permet à cet ancêtre, si vous voulez, d'exprimer ses non-dits émotionnels, d'exprimer ses stress, ses colères, la notion d'injustice qu'il peut y avoir, de manière à ramener de la paix chez l'ancêtre. Et après, la personne qui subissait cette loyauté envers cet ancêtre, eh bien, elle va le rendre tous les poids qui ne lui appartiennent pas. Toutes ces informations, toutes ces contrariétés envers le clan, tout ça, ça ne lui appartient pas. Elle n'a plus besoin d'exprimer dans son corps, dans sa physiologie, dans son métabolisme, n'a plus besoin d'exprimer cette énorme injustice, cette énorme incapacité à pouvoir se défendre. Donc la séance a eu lieu il n'y a pas très longtemps, donc de toute façon il va y avoir un suivi, et je vais voir avec elle, en fonction des examens qu'elle va passer, comment est-ce que la pathologie évolue. Peut-être qu'il y aura besoin de refaire un deuxième passage, c'est possible. Hein. Des fois il ne suffit pas que d'une seule séance. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est très libérateur et salvateur pour la personne, parce que ce soit pour les deux exemples que je vous ai donnés, à chaque fois que la personne rend les poids des stress qui ne lui appartiennent pas,
et bien généralement c'est vraiment dans son corps qu'elle sent qu'il y a plus de légèreté, l'énergie circule mieux. Donc il se passe quand même quelque chose, même si c'est pas palpable comme ça directement, il se passe quelque chose chez la personne. Okay, je vais vous donner un troisième exemple, alors que j'ai déjà cité une fois ou deux lors des lives. En fait, c'est une maman qui nous consulte, c'était en constellation en groupe, parce que elle nous dit, bah ouais, mon fils a déjà fait de la prison, et là, il a encore déconné, il va refaire de la prison, il repasse en jugement en fin d'année, donc je m'en fais beaucoup pour lui, et bah, je voudrais faire en sorte que ça s'arrête, ça, parce que son père a fait de la prison, et il est décédé en prison, son grand-père a fait de la prison, c'était des gens très délinquants, violents, et elle me dit, bah là, c'est plus possible, tous les hommes du clan font de la prison, quoi. Et en fait, vous voyez, c'est une répétition de scénario un peu, de génération en génération. Ok. Et bien là, on était en groupe. Et alors, comment ça se passe en groupe? Et bien en fait, je demande, donc elle est venue avec son fils qui avait une vingtaine d'années. Et puis, ce qui se passe, c'est que c'est un délinquant routier. Donc en fait, voilà, il a récidivé. Et là, de toute façon, on était sûr qu'avec sa récidive, il avait déjà fait de la prison, on était sûr qu'avec sa récidive, il allait refaire de la prison, c'était obligé. Ok. Donc, on fait la constellation où il y a une personne qui va l'incarner lui, une personne qui va incarner son père, et en fait on a pris une personne qui va incarner le premier ancêtre qui a dû commettre un délit et qui est allé en prison ou qui aurait dû aller en prison. Et puis après il y a tout un échange verbal entre les différents protagonistes pour savoir qui a fait quoi, quelle est l'énergie qui est véhiculée d'un homme à un autre. Et donc ce qui est excellent, c'est ce qui est ressorti, c'est que quelque part, bien, le premier ancêtre, lui, il a fait le choix de ne pas être honnête et donc d'aller contre la loi. Mais c'était un choix volontaire. C'est-à-dire qu'il devait nourrir sa famille et c'était soit il travaillait et restait honnête et à ce moment-là il gagnait de l'argent et il pouvait subvenir aux besoins de sa famille, soit il devenait malhonnête, mais c'était dans le but de pouvoir nourrir et d'entretenir sa famille. Et donc voilà, ça fait partie du conflit du non-dit. C'est un choix qu'a fait un ancêtre de ne pas être honnête et peut-être que déjà cet ancêtre, eh bien, il a fini en prison ou il a fini exécuté. Mais donc c'est un programmant qui s'est répercuté, répertorié de génération en génération chez les hommes du clan. Donc on a fait des rituels, on a fait des libérations par des verbalisations. La constellation s'arrête. Et puis j'ai la maman qui me contacte quelques semaines plus tard. Son fils est repassé de nouveau au tribunal. Elle me dit, mais il est repassé au tribunal, mais il n'a pas été condamné. C'est-à-dire qu'elle était trop contente parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce cercle infernal de les hommes sont malhonnêtes ou commettent des exactions et vont en prison, son fils était obligé qu'il devait aller en prison, eh bien, on va me dire, ça n'a rien à voir avec la constellation. Bah, en effet, j'en sais rien. Parce que scientifiquement, c'est pas prouvé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que son garçon n'est pas retourné en prison. Et je peux vous dire qu'il est rentré, pas dans les ordres, il n'est pas devenu curé, mais en tout cas, elle m'a dit, là, il est sérieux, il bosse avec sa sœur, il fait un métier qui est difficile, mais il est devenu sérieux. Et ben voilà, super, on a gagné. Alors j'ai une question. Quand l'enfant est né, n'est pas apprécié à sa juste valeur envers sa mère depuis plusieurs générations. Ce serait dû à un ancêtre, mais comment savoir lorsqu'il y a des secrets familiaux? Eh ben, si tu veux, en effet, alors, dans toutes les familles, il y a des secrets. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être super intéressant en constellation, si tu veux. On ne sait pas au départ. Hein. Par exemple, tu me consultes ou tu viens consulter quelqu'un à ce sujet-là. En effet, on ne sait pas. Par contre, c'est ça la magie des constellations. C'est d'aller chercher, mais pourquoi est-ce qu'en effet, très souvent, hein, l'aîné, donc quand il s'agit d'une fille, a priori, hein, n'est pas apprécié à sa juste valeur par maman. Eh bien, on va aller chercher l'information, toute information. C'est que quelque part, je dirais, dans le champ informationnel du clan, de la famille, eh bien, l'information, elle est là. Elle est derrière la personne, quoi. Et les personnes sont en loyauté avec ça. Donc, même si on n'est pas au courant du non-dit familial, du secret de famille qui se cache derrière, c'est pas grave. Puisque, grâce aux constellations, on va chercher cette information-là. On va écouter le ressenti, on va écouter le stress de l'ancêtre qui crée ça après, chez les descendants. Ok? Voilà ce que je peux te dire pour ça. Alors j'ai un autre exemple à vous donner sur une personne
qui me consulte parce qu'il y a une polykystose rénale, donc c'est un conflit avec les reins. Et en fait, elle me dit, bah moi je souffre de cette pathologie-là, mon fils commence à avoir des symptômes, donc c'est des personnes qui sont obligées d'être dialysées au bout d'un certain temps parce que les reins ne fonctionnent plus. Et elle me dit, bah, j'ai des oncles et tantes qui ont ça, j'ai des parents qui sont décédés à cause de ça. Bref, tout le clan, aujourd'hui, des gens qui sont vivants, beaucoup de personnes dans le clan, en fait, souffrent à cause de cette pathologie-là. Et alors, donc cette personne, bah, je lui ai proposé, en fait, c'était quand je faisais la formation constellation familiale et systémique, hein, je forme les gens à ces techniques thérapeutiques, et bien je lui ai proposé, en fait, que ce soit le groupe qui est en formation, qui fasse la constellation en rapport avec sa pathologie, celle qui va exprimer la thématique qu'elle veut aborder, de manière à voir si on ne peut pas libérer les membres du clan du programmant de cette pathologie-là. Donc là, on l'a fait en groupe. Et donc, ce qui se passe, c'est que tout ce qui concerne les reins, la plupart des conflits en rapport avec les reins, c'est des conflits en rapport avec les liquides. Donc ça peut être de l'eau, de l'alcool, du pétrole, de l'huile, l'argent liquide, les liquides. Et là, c'est pareil, on ne sait pas. En fait, dans l'histoire de ces gens-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous voyez, l'information, on ne l'a pas. C'est pas comme si on disait, ah oui, bah, je sais, j'ai l'arrière-grand-père qui, pendant la guerre 14-18, est décédé sur le front, et donc, voilà, où il a quitté sa femme, et quand il est revenu, il s'est passé ci, il avait... Vous voyez, on n'a pas ce genre d'informations, on ne sait pas où on met les pieds, sauf que si je vais chercher, grâce à la magie des constelles, les informations, eh bien, c'est comme si d'un seul coup, vous aviez un livre avec des pages blanches. Vous ouvrez le livre et vous entamez la constellation et là, il y a les lignes d'écriture qui commencent à apparaître sous vos yeux. C'est-à-dire que l'histoire apparaît. Et c'est cette histoire-là, en fait, c'est le drame émotionnel qu'aura vécu un ancêtre. Eh bien, on va mettre de la conscience dessus et on va dédramatiser la situation qu'ont pu vivre les ancêtres. On va faire des mea culpa. Et donc là, ce qui se passe par rapport à cette personne, eh bien, c'est qu'il y a des ancêtres, sûrement une famille. Il devait avoir une ferme, il devait avoir une maison au bord d'une rivière, et ce qui s'est passé, c'est que la rivière est montée en crue, et elle a embarqué beaucoup de personnes du clan ont été noyées à cause de la crue de la rivière, et la personne a tout perdu. C'était ça, cet énorme conflit émotionnel qui remonte à plusieurs générations au-dessus, où il y a eu un énorme conflit avec les liquides, là c'est de l'eau, mais il y a eu une perte énorme au niveau du clan. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de l'eau, noyées, etc., etc. Et il y a eu aussi sûrement la perte des récoltes, la perte des champs, la perte de peut-être des animaux aussi. Bref, ça a été une vraie catastrophe dans le clan. Eh bien, plusieurs générations plus tard, les gens ont un conflit avec les reins et ça se traduit par une polykystose rénale. Donc, la constellation a permis en partie de libérer je dirais, cette information de conflit en rapport avec les liquides. Après, cette personne, on s'est recontacté peut-être une semaine plus tard, mais je lui ai dit, bah, il faut attendre un petit peu de temps, c'est-à-dire que quelle que soit la pathologie, c'est pas hop comme ça, en claquant des doigts, que du jour au lendemain, après une seule séance de constellation, la personne va être entièrement rétablie. Surtout que là, on est vraiment dans une transmission où ça touche plusieurs générations et plusieurs membres d'une même famille. Alors, je n'ai pas eu de nouvelles depuis de sa part, donc bon, bah, c'est pas grave, mais toujours est-il que nous on a fait ce qu'on avait à faire, on a fait notre job pendant la séance. C'est vrai que ça aurait été intéressant qu'elle me tienne au courant, voilà, est-ce que ça va mieux, est-ce que c'est pire, je pense pas que ce soit pire, mais évidemment après c'est de revenir pour retravailler ça, aller rechercher peut-être qu'elle-même et les membres de son clan aujourd'hui qui souffrent de polykystose, et bien peut-être qu'eux-mêmes aujourd'hui, dans leur vie, ils ont des conflits avec les liquides. Donc c'est-à-dire que leur pathologie n'est pas due qu'à une seule mémoire émotionnelle, n'est pas due qu'à un seul conflit émotionnel, c'est dû peut-être à différents conflits que les gens ont pu vivre. Hein, donc du coup, c'est plus de l'individuel, aller chercher chez la personne quel est le rapport avec les liquides et qu'est-ce qui peut conditionner cette pathologie au niveau des reins. Okay, qu'est-ce qui me vient à l'esprit comme autre exemple dont je ne vous aurais pas forcément parlé? J'ai des personnes en fait d'origine musulmane qui me consultent aussi. Et en fait, elles sentent, donc elles sont françaises, elles sont nées en France. Souvent, les parents ont migré en France à une certaine époque. Et elles me disent, ben ouais, je sens que je porte le poids de la femme musulmane, mais qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire que ça appartient aux femmes quand elles habitaient là-bas dans notre pays par rapport
à leur religion où la femme, à quelque part, c'est pas qu'elle doit tout à l'homme, mais elle est vraiment dans cette énergie de l'homme, une sorte de soumission à l'homme. Voilà. C'est une sorte de soumission à l'homme. Et donc, on va chercher, en effet, je dirais, on parle à ce moment-là d'égrégore, on parle vraiment de transmission, c'est comme si c'était vraiment des mœurs, des façons de vivre qui se transmettaient de génération en génération. Ça va au-delà de la croyance, quoi. C'est vraiment quelque chose qui, ben ouais, nous les femmes, nous devons vivre selon telle et telle condition. Et bien tout ça, on peut déprogrammer les personnes. Alors aujourd'hui, c'est des femmes d'origine musulmane qui me consultent par rapport à ce type de sujet-là. Mais ce qui est super intéressant, c'est ce qui ressort des fois en constellation en groupe, et aussi en individuel, mais je sais qu'en groupe, c'est ressorti assez souvent, eh bien c'est que même nous, en Europe, à une époque, la femme était entièrement soumise à l'homme. C'est-à-dire qu'une fois, c'était lors d'un atelier, je crois, équilibre masculin-féminin ou quelque chose comme ça, je sais plus. Eh bien, si vous voulez, ce qui est ressorti, c'est que la notion de liberté pour une ancêtre, femme, bah, ça n'existait pas. Pour elle, elle n'avait pas besoin de se sentir libre. Elle était avec son homme, même si son homme était loin d'être doux avec elle, parce que, de toute évidence, c'était quelqu'un de plutôt rustre. Et ben non, c'était normal d'être avec son homme, et elle respectait ça, et même si la vie qu'elle menait ne lui convenait pas, eh bien, elle devait être soumise à son homme, mais c'est soumise au système. Hein. C'est-à-dire que, en France aussi, je pense à une époque, il devait y avoir des mariages qui étaient arrangés entre les familles, entre les parents, et quelque part, bah écoute, toi, ma fille, tu vas te marier avec tel homme parce que, bah voilà, il est agriculteur, il va pouvoir te nourrir, il va nourrir tes enfants, et c'est comme ça que, à mon avis, beaucoup de mariages ont été arrangés. Mais aujourd'hui, comment ça vient influencer certaines personnes, certaines femmes? Eh bien, c'est notion de liberté, notion de pouvoir trouver sa place en tant que femme, et alors il y a d'autres sujets, hein, là j'en cite que 3, mais ça peut être aussi le rapport aux hommes qui est complètement faussé, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui me disent, bah ouais, à chaque fois que j'ai eu vécu avec un homme, j'étais une femme soumise où ne me permettait pas de prendre toute ma place. Vous voyez? Eh bien en fait, très souvent il y a une origine dans le transgénérationnel. Alors il y a Loulou, Florence, qui m'envoie une petite question. La dépression de mère en fille, comment la stopper? Dépression qui peuvent revêtir différentes formes, réactionnelles, endémiques, burn-out, et là, chez la jeune fille de 17 ans. Alors j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière de la dépression, enfin un petit peu beaucoup d'ailleurs, de différentes origines de la dépression. Dans tous les cas, moi je distingue deux choses. Il y a un état dépressif et une dépression. C'est-à-dire que les gens qui sont vraiment en dépression, en effet, on va prendre le terme plutôt aujourd'hui de burn-out, mais c'est vraiment un état énergétique et émotionnel, mais la personne, elle plonge, elle est dans le fond des abysses, quoi. Là, je suis vraiment dans une dépression. Là, pour moi, c'est vraiment ça qui va qualifier la dépression. Et puis, vous avez des gens qui sont dans des états dépressifs. Et là, c'est carrément autre chose. Un état dépressif, c'est vraiment, ça peut être de la nostalgie, de la mélancolie. Je n'ai plus d'entrain à, je n'ai plus goût à la vie. Et c'est-à-dire que c'est comme si la personne, bah ouais, vraiment, elle n'a plus goût à la vie, elle n'est plus connectée avec la vie. Alors, c'est pas forcément mieux à vivre, parce que ça vous plante complètement, ça vous plombe complètement la vie de la personne. Et voilà, je vais vraiment faire un distinguo entre les deux énergies, deux ressentis. Et en effet, ça peut se transmettre de génération en génération aussi, ça. Et donc, c'est d'aller chercher l'ancêtre qui est à l'origine de ça. Première chose, quelle est la personne qui a sûrement subi ce qu'on appelle une perte de territoire. En fait, quelqu'un qui aura très très mal vécu une perte de territoire, eh bien, peut rentrer dans un état dépressif. Alors, perte de territoire, c'est quoi? En fait, c'est un deuil qui n'a pas été fait. Alors, on peut avoir des difficultés à finir son deuil et à rentrer dans un état dépressif, pardon, quand ça peut être une séparation, ça peut être un décès, ça peut être quelqu'un qui a tout perdu, hein, quelqu'un qui, une personne qui a fait une banqueroute financière, elle a tout perdu, elle a perdu sa maison, elle a perdu sa voiture. En fait, voilà, et c'est impossible de faire le deuil de ça, et bien la personne peut rentrer en dépression, peut être dans un état dépressif à cause de ça. Et donc on va aller chercher cette information-là chez un ou des ancêtres. Qui est-ce qui aurait pu, merci Marie-Françoise, j'espère que tu vas bien, qui est-ce qui a pu chez les ancêtres en fait vivre un événement dramatique, notamment de perte de territoire,
et qui soit n'a pas ressenti la dépression, ou a vraiment plongé dans une profonde dépression, et bah c'est pareil, c'est comme si j'avais un écho, voilà, l'ancêtre a vécu cet énorme drame, cet énorme stress, et l'ancêtre en fait, eh bien c'est comme un écho, vous voyez, vous jetez un caillou dans une mare, eh bien il y a des ondes qui se propagent, et bien là c'est pareil. Il y a l'épicentre du stress émotionnel, et bien après ça fait écho avec les différentes générations. Et ce qu'il y a, c'est que c'est pas forcément la génération tout de suite qui suit l'ancêtre, ni la deuxième génération qui vient. Ça peut être la troisième, quatrième, cinquième. Bref, ça ne s'exprime pas forcément directement tout de suite après. Hein, c'est pas aussi simple que ça. Après, en théorie, si vous voulez, il y a quand même on parle souvent que c'est la troisième génération qui va vraiment être impactée. En fait, on est quelque part beaucoup plus influencé par les stress de nos arrière-grands-parents que ceux de nos parents et nos grands-parents. Mais bon, je peux vous dire qu'en tout cas, ce qui ressort en constellation, c'est que vous êtes influencé comme par les stress des parents et des grands-parents, ça on n'y échappe pas. Mais généralement, il y a une loyauté qui est beaucoup plus directe avec les arrière-grands-parents. Voilà, donc ça peut être intéressant des fois d'aller chercher, si on a des informations chez les arrière-grands-parents, c'est-à-dire la troisième génération au-dessus de nous. Et donc par rapport à la dépression, ce qui peut être intéressant d'étudier, c'est ok, une personne est soit dans un état dépressif, soit est vraiment dépressive, est-ce qu'elle-même n'a pas vécu de perte de territoire? Voilà, première chose. Parce qu'en fait, quelque part, ce qu'aura vécu l'ancêtre comme drame, ça va préparer un terreau fertile au mal-être, à la pathologie. C'est-à-dire que demain, vous avez des graines là. Par exemple, imaginons, j'ai une graine sur moi, ça s'appelle la graine de la dépression. Ok? Et puis, je vais la lancer par terre, là, dans la pièce où je suis, elle va tomber sur le parquet, elle va pas pousser. En fait, parce que quelque part, le parquet n'est pas propice à faire pousser cette graine de la dépression. Par contre, imaginons, je suis en extérieur. Comme je le fais des fois en été, quand il fait beau, quand il y a encore de la lumière à 21h, quand on s'arrête le live. Et puis je jette ma graine de la dépression, c'est-à-dire que l'huile sol, là, à mythe, s'il est un peu frais, il est un peu humide, il va être tout à fait apte à faire pousser cette graine de la dépression. Eh bien, je dirais la métaphore, c'est ça, c'est si vous avez des ancêtres qui ont vécu un drame émotionnel très important par rapport à une thématique précise, eh bien, chez les descendants, ça va créer un terreau fertile pour que si la personne vit là, en l'occurrence, une perte de territoire, ça risque de la secouer beaucoup plus fortement que si aucun ancêtre n'avait vécu ce genre de drame émotionnel. Voilà comment ça peut influencer. Donc on va agir sur plusieurs plans. On va agir et sur la vie de la personne, sur la vie des parents et sur la vie des ancêtres pour déprogrammer tout le monde de ces conditionnements-là. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Ok ? Et pour vous dire que ça peut remonter très très loin au niveau des ancêtres, j'ai une personne qui me consulte un jour et me dit, avec mon cousin qui fait des arbres généalogiques, on a fait nos arbres généalogiques, son cousin est passionné de généalogie, il a fait les arbres généalogiques, ils sont remontés jusqu'à 11 générations au-dessus, 1729, et il me dit, mon cousin et moi, on n'a qu'un jour d'écart au niveau de nos naissances, mais tous les deux, on vit les mêmes problèmes, et on a compris qu'on était en loyauté avec quelqu'un qui est décédé en 1729. C'est une femme qui est décédée en 1729. Alors Loulou, Florence, ouais, je comprends, et la perte de territoire peut être en effet répétitive. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est d'aller déprogrammer ça et d'arrêter ces répétitions de schéma. Hein, et ça se fait très bien. Et c'est surtout que la personne, en fait, puisse se connecter, mais à sa vie à elle, à son énergie à elle. Parce qu'en fait, tout ça, quand vous êtes sous le joug de grosse loyauté d'ancêtres, vous ne pouvez pas être vous-même, vous ne pouvez pas être dans votre énergie, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes sous l'énergie de l'autre, qui est décédé il y a peut-être 100 ans, 200 ans, 300 ans, j'en sais rien. Mais là, vous voyez, 1729, ça fait plus de 300 ans quand même. Je vous laisse faire le calcul. Et donc, eh bien, on est allé chercher des informations par rapport à cette femme. Qu'est-ce qu'elle a vécu qui fait qu'aujourd'hui, ces hommes, en fait, donc c'était des difficultés rapport avec les femmes et rapport avec l'argent. Et en effet, elle a vécu d'énormes contrariétés. C'était le rapport du mariage qu'elle avait fait, parce que c'était une femme qui était issue d'une certaine bourgeoisie, des gens aisés à l'époque, et elle a commis l'irréparable auprès de son clan. Son clan lui en a toujours voulu pour ça. Elle s'est mariée avec un paysan. Voilà.
En fait, sa famille, elle, qui avait beaucoup d'argent, elle s'est mariée avec un paysan, et elle n'aura jamais dû faire ça, et elle a eu des enfants avec lui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui m'a consulté pour ce sujet-là, eh bien, ça fait depuis 11 générations qu'ils habitent dans la même ferme depuis 1729. Donc c'est énorme. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre comme exemple? Donc je vais sortir du sujet, parce que je dirais que quasiment à chaque séance, on va avoir, bon, allez, une séance sur deux que je fais en individuel, on va chercher l'origine émotionnelle chez un ancêtre. Il y a quasiment à chaque fois quand même un stress chez un ancêtre qui a libéré. Alors, Florence, tu me dis, ça me paraît difficile d'être dans son énergie propre. Ah oui, je te confirme. C'est pas simple parce qu'on est influencé, on est des êtres systémiques, en fait, on est influencé par tout un tas d'informations. Pour moi, c'est toute information. Et donc, en fait, se reconnecter à son énergie propre, ben, moi, je le vis tous les jours. Là, par contre, je n'exagère pas, je le vis tous les jours avec les personnes qui viennent me consulter. Je leur permets de se connecter à leur énergie. Je leur dis l'énergie de paix que tu ressens en toi, l'énergie d'harmonie, l'énergie de douceur que tu ressens en toi, c'est ton énergie à toi. Et en fait, souvent, c'est une énergie à laquelle elles ne sont jamais connectées. Mais c'est très précieux de pouvoir se connecter à ça, et à soi, parce que ça nous appartient. Et ça nous sert aussi de référence pour dire, bah, mon énergie à moi, c'est ça. Si demain je me sens stressé, je me sens en colère, et je me dis, bah, c'est bizarre, je ne suis pas plus contrarié avec ça, eh bien c'est que de nouveau, la personne est influencée par une énergie extérieure. Ok? Après, bah, j'ai vu ça lors de l'atelier sur l'hyperémotivité et l'hypersensibilité. J'ai vraiment expliqué aux gens que quelque part, vous avez une belle énergie, et votre hypersensibilité ou votre hyperémotivité bah, vous coupe de cette belle énergie. Donc le but du jeu, c'est de prendre cette belle énergie en référence, et en fait de vous libérer, de dire après, eh bien tous tes stress à toi, ça ne m'appartient pas. Toutes tes colères à toi, ça ne m'appartient pas. Toutes tes tristesses à toi, ça ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est ma belle énergie. Ok? Alors j'ai une petite question. Quand on libère toute une lignée, on récupère son énergie et donc on n'est plus plombé. Est-ce que tous les membres de la famille en vie ressentent aussi et cela peut-il modifier leur comportement? Bah, je te dirais oui. Maintenant, ce n'est pas forcément elles qui ont fait la demande de libération. Mais dans tous les cas, ça vient amener de la paix sur tout le plan, dans toute la famille. Et chaque personne prendra ce qu'elle a à prendre. Il y aura sûrement des personnes pour qui ça va, waouh, ça va vraiment agir très profondément en profondeur. Voilà, profondément en profondeur, hein, c'est un petit peu redondant, mais j'ai le droit. Hein. J'ai bossé toute la journée, il est 20h46 les copains, donc il y a un peu de fatigue là. Mais je dirais chaque personne va vivre la libération à sa façon et prendra ce qu'il y a à prendre. Tout comme une personne qui vient me consulter par rapport à une problématique précise, eh bien, elle va prendre la libération qu'elle a à prendre. Hein. C'est-à-dire qu'elle va se connecter ce à quoi elle est capable de se connecter. Vous avez des gens qui ressentent des choses très très fortes, et puis d'autres qui ne la ressentent pas. Alors, sans qu'ils soient au courant, ouais, on appelle ça des champs morphiques. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas besoin d'émettre la volonté, n'ont pas besoin d'être au courant, eh bien qu'elles ne vont plus être sous l'emprise d'un ancêtre, ça va leur amener de la paix. Hein. Elles n'ont pas besoin d'avoir même fait la demande. En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que vraiment dans une famille, c'est comme si cette énergie, voilà, la personne fait partie d'un certain clan, depuis plusieurs générations ce clan existe, et même elle fait même partie de plusieurs clans, parce que du coup, à chaque fois qu'il y a un homme et une femme, bah ok, ça crée d'autres clans, donc il y a vraiment beaucoup d'influence. Mais donc, c'est comme si vraiment, quelque part, eh bien, cette onde-là, hein, voilà, vous jetez un caillou dans l'eau et vous avez les ondes qui se propagent, et bien en effet, ces ondes viennent se propager sur tout le monde, et elles influencent de manière plus ou moins intense tous les membres du clan. Et en effet, si on libère une énorme colère qu'a pu ressentir un ancêtre à un instant T, eh bien, ce n'est pas pour ça que tous les membres du clan vont être en colère, par exemple. Il ne faut pas se dire qu'en effet, ah oui, c'est pour ça que, du coup, tout le monde doit être en colère. Non, non, c'est pas aussi simple que ça. Mais ça va toucher certains individus, en effet, qui, quelque part, vont avoir plus d'affinité, de lien direct avec cet ancêtre-là. Ok? Donc, chacun est plus ou moins influencé par le stress émotionnel de l'ancêtre, et donc chacun recevra une libération qui sera plus ou moins nuancée en fonction de ce qu'il a à libérer en rapport avec cet ancêtre. Alors, je dirais qu'un jour j'ai eu un magnifique cadeau par rapport à des libérations d'ancêtres.
Je vous explique. Et c'est là où vous allez vous dire, en effet, il n'y a pas de hasard. C'était il y a 2 ans, j'étais parti en Allemagne rendre visite à quelqu'un. Je suis resté une grosse semaine là-bas, et puis après, je redescends en Allemagne, je reviens par chez moi, et en fait, j'allais passer par Strasbourg chez des amis, dont Evelyne, qui est praticienne, une excellente praticienne qui habite sur Strasbourg. Je repassais par chez eux, alors, sachant qu'avant d'aller chez eux, je suis allé sur la tombe du docteur Hammer, hein, qui est le père, je dirais, le fondateur de la médecine nouvelle germanique, et de toutes ces recherches, toutes ces études découlent tout ce qui est décodage biologique des maladies. Et si ça vous intéresse, le décodage biologique des maladies, eh bien je fais une formation sur ce sujet-là, qui est en présentiel et en visio. Et donc je m'arrête chez mon amie Evelyne, et je me dis, tiens, entre Strasbourg et Nantes, je vais faire un blablacar, voilà, ça va me payer une partie du carburant. Il y a un mec qui me dit, voilà, est-ce qu'on peut faire un blablacar? Alors je regarde même pas où est-ce qu'il était sur le parcours, je lui dis oui, ok. Bon, ça marche. Et après, je mets mon Waze, et je me dis, oui, mais en fait, je pars de Strasbourg, mais il me fait remonter vers Marne-la-Vallée, alors que moi j'allais sur Nantes, mais il allait me faire un crochet au départ de Strasbourg. En fait, plutôt que d'aller droit, il me faisait remonter. Je me suis dit, je lui ai dit oui, ok, tant pis, je vais le chercher, ça va me faire perdre un peu de temps, mais bon, tant pis. On discute dans le véhicule, et puis, lui, il me dit, alors c'est ça qui est marrant, c'est quelque part, il faisait à peu près le même job que faisait mon père. Voilà, dans son activité professionnelle, ça ressemblait à celle de mon père. Donc on parle beaucoup de lui, puis à un moment, je lui dis, moi, ce que je faisais, et je suis pas rentré dans les détails, parce que ce que je fais, c'est un peu bizarre, donc je veux pas passer pour un extraterrestre, et je veux pas trop rentrer dans les détails, mais il me dit, peut-être que ce que tu fais, toi, ça va peut-être aider ma cousine. Je lui dis, ouais, peut-être, je sais pas. Et en fait, il cherche sur son téléphone, il me dit, voilà, j'ai une photo de ma cousine. Et il me dit, alors moi je conduisais, et alors je sentais déjà, j'avais des frissons qui venaient à moi, quoi. Et il me dit, en fait, là, il y a une photo où elle tient son fils dans les bras, et derrière lui, on voit bien qu'il y a une personne qui est là. Il me dit, quand on a pris la photo, il y avait que elle et son fils, mais il y avait personne derrière. Elle me dit, tu crois à ça? J'ai dit, ouais. Alors je répète. Parce que là, on tombe sur le cul. C'est-à-dire qu'ils ont pris une photo de la femme avec son fils, elle le tenait dans les bras, avec le téléphone portable, ils prennent la photo comme ça. Quand ils regardent la photo à l'écran, en fait, il n'y a pas que maman et son fils, il y a 3 personnes, il y a une femme derrière qui apparaît. Et elle apparaît, je vous le dis, en chair et en os, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien le visage, elle est habillée, tout ça. Et donc il me dit, on pense qu'elle est sous l'emprise de cette dame-là, et sa vie, elle est merdique à cause de ça. Je lui dis, ouais. Alors ce que je lui propose, je lui dis, si tu veux, on peut la libérer de ça, on s'arrête à 1 heure d'autoroute, et puis toi et moi, on va la libérer de ça. Il me dit, ouais. Alors je lui dis, par contre, il faut lui demander son autorisation à ta cousine. C'est mieux, qu'elle sache un peu ce qu'on va faire sur elle. Elle me dit, ok. Salut Nathalie. Donc il appelle sa cousine, puis elle me dit, ouais, mais demain, je vois avec des amis, normalement, on doit faire des trucs là-dessus. Je lui dis, ouais, c'est comme tu veux. Mais là, comme par hasard, j'ai pris ton cousin en blablacar. J'aurais pas dû le faire. Je passe par là, mais alors vraiment par hasard. Lui me montre la photo. Moi, je ressens que la présence est là. De toute évidence, c'est à moi de libérer cet ancêtre de toi et de toi de cet ancêtre. Voilà. Alors, c'est une dame qui n'avait pas trop de sous. Elle me dit, ouais, financièrement, je lui dis non, moi j'en ai pour 10 minutes, je vais faire ça avec ton cousin. Moi, ça m'amuse de faire ça. On va faire ça, je te demande rien. Ok, ça marche. On s'arrête sur une aire d'autoroute. On fait notre rituel tous les deux. Et donc, cette personne, en fait, quelque part, c'est une ancêtre qui a été poursuivie, persécutée par des gens. Et elle était dans une trouille pas possible. Et en fait, quelque part, dans l'énergie, elle se recroquevillait et elle se cachait derrière cette dame-là, qui était vivante, pour ne pas être massacrée, exécutée par les gens qui la persécutaient. Donc on a créé tout un dialogue, tout un échange avec elle, de manière à dédramatiser la situation. Donc là, quelque part, j'ai appris énormément sur comment libérer un ancêtre, une entité, d'une personne. Parce que j'ai juste écouté mes ressentis comme si c'était une constellation tout à fait normale. Mais sauf que là, on avait la photo de l'ancêtre à libérer. C'est juste énorme. Et ça s'est très bien fait. On a fait ce qu'on appelle aussi un passage d'âme. Donc cet ancêtre est monté avec beaucoup plus de joie et de gaieté et de paix. Et donc, il m'a tenu au courant. Il m'a dit, ouais, ma cousine, depuis qu'on a fait la libération,
elle se sent beaucoup mieux. Et c'était une femme aussi qui était un peu dépressive. Et elle se sent comme libérée. Et c'est comme si vraiment dans sa vie, les choses s'étaient beaucoup plus allégées. Voilà, on a fait une séance là-dessus et je trouve ça vraiment magique parce que, quelque part, vous comme moi, comme tout le monde qui je dirais, subit l'énergie d'un ancêtre comme ça, on n'a rien demandé. On n'a pas demandé en conscience à être, entre guillemets, hein, pollué comme ça. On subit ça. Et tant qu'on ne peut pas mettre de la conscience, tant on ne peut pas mettre en lumière cette souffrance-là, eh bien, la personne reste bloquée avec ça. Donc hein, voilà, il n'y a vraiment pas de hasard, quoi. Et franchement, cette histoire-là, je me dis, là maintenant, ça me fait rigoler parce que je me dis, mais en fait, en plus, en Allemagne, j'aurais jamais dû y aller quelque part. Je sais pas ce que je suis allé foutre là-bas. J'ai vu la tombe du docteur Hammer, ça a été un excellent moment pour moi et j'ai vraiment adoré ce moment-là, ça c'est sûr. J'ai vu ma copine Evelyne, mais qu'est-ce que ce mec est venu foutre dans ma vie en Blablacar? Eh ben, c'est ça qui devait se passer. Ça a été, lui, il a fait son Blablacar, mais c'est surtout que sa cousine, elle s'est libérée de ça. Et c'est ça qui est génial. Alors, je sais pas si vous-même, vous avez des fois des photos où vous dites, bah tiens, c'est bizarre, il y a une lumière qui est là, il y a une ombre qui est là, il y a un spectre qui est là, mais vous pouvez vous dire, ouais, c'est bizarre, j'ai pris un paysage ou une personne, mais il y a, ce qui passe sur mon portable, c'est pas ce que j'ai pris en photo. Il y a un truc qui est bizarre. C'est pas que c'est bizarre, c'est juste que l'appareil photo capte ça. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. C'était un plaisir pour moi de vous partager tout ça, parce qu'une fois de plus, c'est toujours un plaisir pour moi de partager les découvertes que je fais, les libérations auxquelles accèdent les personnes, et je pense que ça fait vraiment partie, je dirais, ça doit être dédramatisé, ça doit être démocratisé ces choses-là, le fait que on n'est pas juste des êtres faits de chair et d'os, avec un inconscient, avec des névroses. On est beaucoup plus compliqué que ça. On est des êtres multidimensionnels dans le sens où on est connecté à des défunts qui ont fait partie de notre famille. Et c'est vraiment ce que viennent attester, approuver beaucoup de lectures, hein, des livres que je vous ai déjà présentés là, Anne Ancelin, Schutzenberger, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc c'est eux, c'est des gens en fait qui sont psychologues, psychanalystes, et qui quelque part, grâce à leurs ouvrages, transmettent aussi ces savoirs-là, et permettent aux gens d'ouvrir l'esprit sur toute cette science quelque part, sur toutes ces connaissances, et je me dis, ça permet vraiment de dédramatiser des situations, de dire qu'on n'est pas, on peut être victime à un instant T, mais si je le souhaite, je me sors de cette victimisation, et je suis responsable de ce qui m'arrive, et si je le souhaite, ok, je vais me libérer de tout ce qui ne m'appartient pas. Voilà, tes stress à toi, ça ne m'appartient pas. Et en rajoutant de la paix, et c'est surtout que quand vous agissez sur vous, vous agissez pour vous, et pour vos descendants, pour vos enfants. Parce qu'en fait, ce dont vous vous libérez vous, les non-dits émotionnels, vos enfants n'auront plus à les porter et à les transmettre. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment couper des schémas répétitifs dans les clans. Et je n'ai pas parlé de tout ce qui est maladie génétique, mais tout est information. Et quelque part, les maladies génétiques, elles sont juste là pour exprimer une adaptation des gens vivants face à un stress inconscient, à un non-dit familial dans le transgénérationnel. Alors ça, les scientifiques vont dire, ouais, on sait que c'est ça, mais on n'arrive pas à le prouver. Eh ben non, mais si vous l'admettiez, alors mettez complètement l'accent sur je me connecte au champ d'information de la personne, au champ inconscient, au champ du clan, au champ morphique du clan. Allez voir un champ morphique sur Google, tapez champ morphique, tapez onde scalaire sur Google et intéressez-vous à ça, c'est passionnant. Et Grégor aussi, Grégor, c'est passionnant. Et donc, même si scientifiquement c'est pas prouvé, je peux vous dire que ce soit moi, en fait c'est quelque part l'expérience, les résultats d'expérience qui montrent qu'on a des résultats. C'est pas je prends un médicament ça va mieux, c'est pas j'envoie de la chimie ou je fais des expériences électriques avec un laser ou je sais pas quoi, avec un microscope. Non, on n'est plus dans la matière, on va au-delà de la matière. On va dans des champs d'énergie. Ok ? Alors j'ai une petite question.
c'est est-ce que si on a un défunt bienveillant avec nous, il faut le faire partir? Bah écoute, c'est comme si je te disais, est-ce que si tu aimes la mousse au chocolat, est-ce que tu ne dois ne plus en manger? Et en fait, si ça se trouve, ce défunt ne voudra pas partir. En fait, quelqu'un qui est bienveillant envers toi, je sais pas, faut le garder, hein, franchement. Hein. Donc que ce soit donc, quand tu parles de défunt, ça peut être un ancêtre, ça peut être un défunt beaucoup plus proche, hein, ça peut être quelqu'un, un jumeau perdu, des gens comme ça. Voilà. Alors donc moi, mon fils est décédé depuis 14 mois, mais il est toujours présent. Et ça, c'est mon guide. Et voilà, hein, c'est un très bel exemple. C'est-à-dire que vous avez des défunts, en effet, ils sont partis physiquement. Ils sont partis physiquement. Mais je peux vous dire que la connexion, une très belle connexion, peut exister. Et après, ce qui peut être bien aussi, c'est, malheureusement, je reviens sur l'état dépressif, un défunt peut quand même tirer quelqu'un vers le bas, même si en effet, il y a de la bienveillance, et bien quelque part, ça peut empêcher, je dis bien que ça va, je dis pas que ça va, mais ça peut empêcher la personne de faire entièrement son deuil par rapport à ce départ. Et donc, bah, quelque part, il y a tout un rituel, tout un quelque chose à faire, si vous voulez, pour que vraiment il y ait une déconnexion de l'un envers l'autre, et que la personne puisse entièrement faire son deuil par rapport à ce défunt-là. Merci à vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une excellente soirée, et puis bah, je vous donne rendez-vous à mercredi prochain, ça sera un autre sujet, lequel j'en sais rien, ça va me venir, et puis voilà, je vous partagerai de nouvelles expériences avec grand plaisir. Très belle soirée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous, et puis à très bientôt.